Allô? Ouais. Oui, une critique de Tenet. Bah non, je l'ai pas vu, mais c'est sans spoiler, je m'en fous. Je vais dire qu'il y a des trucs avec la temporalité, et puis que ça a été écrit par des ingénieurs de chez Bosch, et puis voilà. Mais oui, ça va bien se passer. Allez, bisous. Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler du film le plus attendu de 2020, Tenet de Christopher Nolan, dont beaucoup se demandent s'il va être capable de ramener les spectateurs en masse dans les salles obscures. Un petit préalable, il s'agit d'une critique sans spoiler, je ne vais donc strictement rien vous dire de l'intrigue, je ne vais rien vous dévoiler, je vais rien vous sous-entendre. Tout au plus, je parlerai du fait que le film joue avec les notions de temporalité, ce qui n'est pas vraiment un secret, surtout qu'à peu près tous les films de Christopher Nolan s'interrogent sur la question de la temporalité. Comme on l'a découvert il n'y a pas longtemps et qu'on va essayer de vous faire un truc sans spoiler, on va faire une structure assez simple. Je vais d'abord vous parler de ce qui me semble être les petites limites, les petits problèmes du film, et ensuite de tout ce qu'on y trouve aussi de positif et d'excitant. Un des problèmes que j'ai avec le film, il concerne les dialogues. Nolan n'a jamais été un grand dialoguiste, et là il est seul crédité au scénario, ça se sent, c'est-à-dire que très souvent, les dialogues fonctionnent pas très bien, parce qu'ils sont là, en gros, pour nourrir la volonté de faire des métaphores de Christopher Nolan. Or, pareil, ces métaphores, elles sont intéressantes, mais elles sont pas non plus transcendantes, et quand il te répète 5-6 fois en 3 scènes que tel personnage symbolise ça, ou que tel événement symbolise tel truc, et qu'il le fait de manière très lourde, ça donne des dialogues qui sont très indigestes, parfois un peu absurde. Ensuite, j'ai le sentiment que c'est un des premiers Nolan où vraiment le réalisateur ne sait pas exactement sur quel pied danser, on va dire entre divertissement et réflexion un petit peu scientiste. Regardez par exemple un film comme Inception. Ce qu'il y avait d'assez beau, c'est que finalement, technologiquement, ça n'avait aucun sens ce qui nous était raconté. Comment est-ce qu'ils s'endorment, qu'est-ce que c'est que ces composés qui leur permettent de rester conscients, etc. Mais le film n'essayait même pas de l'expliquer et se concentrait sur autre chose, sur la représentation des rêves, et du coup faisait qu'on y croyait absolument et qu'il n'y avait pas de problème de suspension d'incrédulité. Pareil pour Interstellar. Si vous êtes déjà un peu penché sur la physique des particules, ou même tout simplement sur les trous noirs et tout ce qui se passe dans l'espace, vous savez que le scénario d'Interstellar n'a aucun sens non plus. Mais le film arrive à trouver l'exacte bonne distance, les bonnes représentations pour nous dire pour nous faire dire j'accepte d'y croire. Là, dans Tenet, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des moments où Nolan se dit genre est-ce que j'y vais un peu de manière marrante, rigolote, est-ce que j'y vais de manière pompeuse et lourde et scientifique, et qu'il essaye de faire les deux en même temps parfois, et ça marche pas du tout. Ensuite, il y a un énorme problème, c'est que son film est beaucoup trop long. 2h30, c'est beaucoup trop long, et on verra après pourquoi. C'est parce qu'en réalité, un peu comme Inception qui essayait de maquiller qu'il était un film de casse avec un maquillage de science-fiction. Ici, on est dans un James Bond, Mission Impossible, maquillé en gros film de SF. Enfin, concrètement, encore une fois, voilà, on est dans un film d'action qui devrait être assez véloce, aller assez vite. Et au contraire, Nolan prend énormément son temps, notamment la première heure, c'est quand même assez tragique. Et du coup, c'est un autre problème, c'est qu'on a tout le temps de réfléchir et de voir certains effets de manche. En fait, le film a quantité de petits twists, de petits retournements, de moments où le sens du récit se transforme. Mais le problème, c'est que quand on te laisse le temps de mariner tout ça, qu'en plus les dialogues sont surexplicatifs et que le film sait pas trop s'il veut te divertir ou te faire réfléchir, tu vois tout venir mais 3000 ans à l'avance. Et honnêtement, c'est peut-être le Nolan qui a le plus de twists, c'est peut-être le Nolan qui a le moins de chances de vous surprendre. Et ça, c'est un vrai problème, encore une fois, parce qu'on sent que oui, il est pas très solide sur ses appuis, et du coup, quand il veut faire comme ça ces petits effets de style, en général, on l'a devancé depuis 3 minutes et ça marche absolument pas. Je trouve pas ça positif, je trouve pas ça négatif, mais je trouve ça assez intéressant. C'est la musique. La musique qui est un élément essentiel des films de Nolan, qui est souvent assez manifestement reconnaissable parce qu'il a travaillé plusieurs fois avec Hans Zimmer, le roi de la choucrouterie de l'Allemagne. Et donc du coup, forcément, on est curieux de voir ce que ça va donner. A fortiori parce que dans Tenet, il change de compositeur, il travaille avec Ludwig Göransson, qui a notamment travaillé sur Mandalorian, sur Venom, sur Creed 2. Donc un type assez éclectique et plutôt apprécié d'Hollywood. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sent que Göransson va sur des sonorités assez différentes de Zimmer, et en tout cas au moins dans la première heure du film, il retourne à des lignes mélodiques beaucoup plus structurées, beaucoup plus claires. Je trouve que ça va très bien au film, notamment lors de l'ouverture. L'ouverture de Tenet, elle fonctionne très bien, je la trouve très belle, et elle fonctionne notamment grâce à la bande-son. Et comme on va dire, on n'enlève pas les fondamentaux de Zimmer, on reste sur des trucs qui sont quand même très techniques, qui visent à créer des espèces de chapes sonores pour accompagner les séquences, mais avec des lignes mélodiques beaucoup plus structurées. Et là où je décroche un peu, c'est que dans la seconde moitié du film, je sens que Nolan a envie, parce que ça fait sens thématiquement, et que c'est pas déconnant, on va dire, intellectuellement, d'aller vers de la déconstruction, de la déstructuration et des musiques répétitives. Et donc ça a un petit côté quand même fête de la choucroute chantée par un DJ berlinois dans une piscine à bulles. C'est un peu embarrassant à la fin, c'est-à-dire que ça devient tellement bourrin, ça se contente de surligner les effets des scènes plutôt que de leur donner une couleur.
C'est un peu dommage alors que vraiment on sent que dans la première moitié du film, Göransson fait des propositions vachement intéressantes. Moi je vous cache pas que pour m'en faire un avis définitif, je suis très curieux de la réécouter en dehors du film parce que c'est notamment son utilisation au sein du long métrage qui m'a un peu posé problème. Est-ce que c'est pour autant un film raté ? Bah figurez-vous que non, parce que j'ai le sentiment que tous ces défauts, tous ces trucs où Christopher Nolan lâche un peu prise ou alors qu'il n'arrive pas à bien gérer, c'est parce qu'il y a d'autres aspects du film sur lesquels il se concentre et surtout sur lesquels il lâche les chiens. Les scènes d'action sont incroyables, mais vraiment incroyables. Il y a des trucs que je n'ai jamais vus chez lui, mais que j'ai jamais vus ailleurs non plus, qui sont techniquement dingos. Je vais pas vous les décrire parce que ce serait tout vous spoiler, parce que c'est le concept même du film. Mais en gros, il a un gimmick narratif qui fait qu'il est capable enfin d'appréhender ces scènes d'action par la mise en scène et par le montage. En gros, si vous voulez voir de quoi on parle, on a fait une vidéo il y a quelques semaines sur Christopher Nolan et le cinéma d'action, pourquoi c'était, on va dire, deux trucs aussi miscibles que l'eau et l'huile. Il a trouvé vraiment le petit codex, la clé pour hop, dénouer tout son problème et il fait vraiment un truc qui est super intéressant. Au-delà de ça, moi je trouve que les comédiens sont vraiment pas mal. Robert Pattinson, une fois que vous l'aurez vu dans ce film-là, vous allez vous dire, oh, en Bruce Wayne, en Batman, même en James Bond, ce sera parfait. John David Washington, le fils de Denzel Washington, est absolument brillant. Le mec est d'un charisme, enfin vraiment, il sue le charisme, c'est quelque chose. Même Kenneth Branagh est bon, ce qui n'a pas dû arriver depuis 15 ans à peu près. Et il est bon en jouant un méchant russe avec un accent, ce qui est normalement interdit par la loi, on n'a pas le droit de bien jouer quand on fait ça, il faut cabotiner. Et là vous allez voir la première scène dans laquelle il interagit avec John David Washington, moi il m'a eu en mes 2 répliques. Alors que vraiment, hein, on allait vers un truc qui est ultra cliché, ultra machin. 2 répliques, j'étais là, ok. Bon Elisabeth Debicki, oui, ça ne se prononce pas comme ça. C'est un personnage féminin chez Christopher Nolan, donc concrètement, elle a un rôle qui est de l'ordre de la valeur d'un paix sur une toile cirée, et c'est bien dommage parce que c'est une comédienne absolument brillante. Donc voilà, globalement, les personnages et les acteurs sont assez plaisants, mais je pense aussi que c'est peut-être dû au genre du film, c'est-à-dire que beaucoup avaient dit à l'époque d'Inception, en fait, Nolan, il a toujours voulu faire des films d'action, il a toujours assumé d'avoir rêvé de faire un James Bond, il l'a fait avec Inception. Je pense que c'était pas tout à fait le cas. Là, pour le coup, c'est vraiment le cas. Son héros, c'est vraiment un aspirant agent qui devient un super agent secret, qui a la classe, qui a machin, qui séduit, C'est vraiment James Bond. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Entre James Bond et Mission Impossible, on sent qu'il est vraiment en référence à tout ce cinéma-là. Ça fait plusieurs années qu'en interview, Nolan dit que à la fois il adorerait faire un James Bond, mais il n'en fera jamais parce que son cinéma n'est pas soluble dans cette franchise qui est ultra codifiée ou en général dans ces franchises très codifiées. Et là, on sent que vraiment il a trouvé plutôt un bel équilibre, notamment en termes de tonalité, sur comment faire son James Mission Impossible Bond Call of Duty, parce qu'à la fin c'est vraiment Call of Duty, et je trouve ça plutôt cool. Ça donne au film une espèce de relâche, de détente, de côté, je vais pas dire solaire parce que la première heure est assez angoissante finalement, mais on va dire oui, de côté authentiquement divertissant, qui est à peu près inédit chez Nolan et qui lui va très très bien. Pour terminer, Tenet est donc un film qui nous a semblé, on va dire, contenir beaucoup des problèmes et des tics habituels du cinéma de Nolan, et on va dire des tics auxquels il a bien lâché les chiens, mais c'est pas si grave parce que ça a aussi été pour lui l'occasion d'emmener son style visuel beaucoup plus loin, d'être bien plus ambitieux en matière de grands spectacles, enfin de travailler un peu l'émerveillement du spectateur, et surtout d'alléger énormément la tonalité d'une partie du film et d'aller vers un genre de cinéma qu'il affectionne, mais dont il s'est un peu toujours tenu à distance, qui est le grand cinéma d'action, et vraiment, vous pourriez vous dire, on est entre Retour vers le futur de Call of Duty et James Mission Impossible Bond, et ça fait plutôt du bien au cinéma de Nolan. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle t'aura donné envie de t'abonner, de commenter, de liker, de nous dire ce que tu penses de Christopher Nolan et de la choucroute. En attendant, insulte nos mamans, nous on s'occupe de la tienne.